Elle est donnée par Thomas Quichet, qui vient de l'UMR Edison, de l'UPJV. Est-ce que Thomas est avec nous? Oui. Ok. Là, vous m'entendez? Pas très bien, il faudrait peut-être augmenter le son. Je vais me rapprocher du micro. Je pense que là, ça devrait être un peu mieux. Oui, c'est un peu mieux. Ok, je vais Et essayer. donc Thomas va nous, de télécharger le diaporama. Et donc Thomas va nous présenter le projet Iscario. Voilà, Iscariote. Iscariote, ok. Oh oui, Iscariote. Je cherche ma souris. Ça va être ça. Là, vous ne l'avez pas sous les yeux? Non. Partager l'écran. Ah non, là, on ne voit rien du tout. Non. Partager l'écran, je vais essayer de prendre. C'est ce que... Non, ça arrive. Voilà, ça arrive, mais de nouveau, ce n'est pas en diaporama. Cette fois-ci? Oui, on voit, mais on voit aussi la diapositive suivante, mais peut-être que ça peut aller comme ça. Là, à nouveau, on peut basculer, hein. On le voit en haut, l'affichage. Attendez. Revenez sur le diaporama, comme vous avez fait tout de suite. Redescendez. Partage d'écran, c'est l'écran. Ce que je vais faire, partager l'écran du haut, partager l'écran du haut. Non, c'est bon, c'est bon. Mettre cet écran-là et diapo. Si vous voulez. Voilà, parfait. Oui, parfait. C'est bon là? Ah bah super. Ok, donc. Oui, vous pouvez y aller. Du coup, effectivement, je vais vous parler du projet Iscariote qui concerne en fait, qui est relatif aux invasions biologiques et à l'impact que peut avoir les espèces exotiques envahissantes sur les écosystèmes et notamment là, en l'occurrence, sur la biomasse. On s'est intéressé à Prunus serotina, qui est un arbuste qui est natif des États-Unis, du nord-est des États-Unis, qu'on va retrouver un petit peu au Mexique. Et cet arbuste a été introduit en Europe au XVIIIe siècle avec plusieurs objectifs. Le premier, c'était de servir d'abri pour les animaux en forêt, pour favoriser les chasses. C'est un arbuste qui est également qui est très très beau aux États-Unis et donc qui avait une belle dynamique, un beau port et donc qui pouvait être utilisé en tant que biomasse, utilisé pour fabriquer des meubles. C'est un arbuste qui est également peu sujet aux feux de forêt, c'est-à-dire qu'il peut servir de barrière. Donc ça a été aussi introduit à ce titre-là pour éviter les propagations des feux le long des voies de chemin de fer qui traversaient les forêts. Donc voilà, il avait plusieurs usages, mais il a été certainement mal utilisé et finalement il s'est retrouvé très envahissant et finalement pas très beau ou pas très beau et donc son usage premier a été un peu abandonné. Il a été introduit en forêt de Compiègne en 1850 et ici vous avez une carte de la forêt de Compiègne où vous voyez en rouge foncé même, les zones où les parcelles sont les plus envahies, avec les taux d'invasion les plus abondants, et en vert les parcelles les moins envahies. Et vous voyez en gros que 80% de la forêt de Compiègne est envahie par cet arbre. Avec ici, on va retrouver différentes zones, 1, 2, 3, 4 zones, qui peuvent être en fait qui sont les zones les plus envahies, et puis qui peuvent correspondre finalement aux zones d'introduction de cet arbuste. Donc introduit, ici c'était généralement pour les chasses royales, hein, on va retrouver ça dans le prolongement du château de Compiègne. Donc on s'est intéressé à ça parce que, donc, au-delà du fait, donc, nous on s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes, il a été montré dans une étude récente par des collègues de l'unité qu'il pouvait impacter la biogéochimie
des massifs dans lesquels il intervenait. Alors ici, vous avez ici sur ce graphique ici le contenu en azote foliaire de différentes espèces. Le prunus, il va se trouver ici sur la droite. C'est une espèce qui est très très riche en azote au niveau foliaire. Et on peut le voir ici sur Carpinus, Fagus, Quercus. Donc c'est le charme, le hêtre et le chêne, que lorsqu'il est présent, c'est-à-dire dans les zones rouges ici, eh bien l'azote foliaire est impacté, c'est-à-dire qu'on va retrouver des quantités d'azote foliaire inférieures chez le charme, chez le hêtre, quelque peu chez le chêne également, lorsque ces espèces natives, Carpinus, Fagus, Quercus, se trouvent dans des zones envahies, lorsque le Prunus serotina intègre ces peuplements forestiers. Et nous, on s'intéresse au métabolisme azoté et on s'est intéressé essentiellement à cet aspect-là, le fait que dans les zones, lorsqu'il est présent, le Prunus serotina, eh bien, le hêtre se trouve privé d'une certaine ressource en azote. Et si ce hêtre est privé d'une certaine ressource en azote, eh bien, on s'est dit qu'il pouvait également impacter tout son métabolisme et au final sa biomasse. Le hêtre, il est excessivement important pour nous dans les massifs du nord de la France en termes effectivement de valeur marchande. Donc ça nous intéressait à double titre, d'une part parce que c'est envahissant et d'autre part parce que le hêtre est une essence cible. Ici, vous retrouvez l'utilisation de l'azote, l'usage de l'azote dans une plante. Grosso modo, on va retrouver trois grandes parties, mais on va retrouver une partie excessivement importante dans tout ce qui concerne, voilà, c'est ce que je vous disais, la fixation du carbone atmosphérique. C'est en fait la photosynthèse. L'azote va être utilisé pour la synthèse des protéines de la rubisco, qui donc va assimiler le carbone et donc permettre l'accumulation de carbone dans la plante et donc au final la biomasse. Mais on va l'utiliser, cet azote va être également utilisé ici pour tout ce qui est collecte d'énergie lumineuse, c'est-à-dire les photosystèmes. C'est encore en lien avec forcément la photosynthèse, c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie lumineuse pour fabriquer de la biomasse et la chlorophylle est une molécule qui nécessite de l'azote. Et donc, privé de cet azote, eh bien, soit la rubisco, donc la capacité d'assimiler du carbone, soit le photosystème, donc la capacité de prendre des photons, sont impactés. Mais il n'y a pas que ça, hein. De toute façon, il y a aussi l'azote qui va servir à la construction cellulaire et également à la défense. Donc tout ça, c'est un cercle en fait qui concerne une sorte de compromis. La plante doit faire un compromis dans ces différents éléments-là. Et privé d'azote, eh bien forcément, il y a un de ces compartiments-là qui doit être impacté. Et vous voyez que le compartiment associé à la photosynthèse est quand même excessivement important. Donc on s'est intéressé à la photosynthèse et à la biomasse du hêtre lorsqu'il est présent en présence de Prunus serotina. On s'est intéressé à 3 massifs forestiers. Alors forcément Compiègne, c'est notre terrain d'étude privilégié, c'est le massif qui est le plus envahi, c'est le massif qui a été envahi le plus tôt en Europe, je vous disais en 1850. On s'est intéressé également au massif de la Londe-Rouvray, c'est ici en banlieue de Rouen. Le Prunus serotina a été introduit en 1980, vous voyez c'est assez récent, ça fait à peine 40 ans et une partie non négligeable de la forêt est extrêmement envahie. Et puis de manière intermédiaire, la forêt ici de Rheims-Saint-Amand-Vallers, à côté de Valenciennes. Alors ça nous permettait en fait de travailler sur 3 massifs, de bénéficier donc de gradients pédoclimatiques. Valenciennes c'est extrêmement humide, la forêt de Compiègne ce sont des sols relativement secs dans les zones envahies. On va retrouver également un gradient d'invasion puisque Compiègne c'est le plus envahi, c'est celui qui a été envahi le plus tôt, Rouen le plus tardivement possible par rapport à ces introductions en Europe. Donc voilà, ça nous permettait d'avoir ces éléments-là. Sur ces 3 massifs, hop, je passe un peu suivante, voilà un peu à quoi ça peut ressembler, les zones que l'on a étudiées. Ici, vous avez donc la carte de la forêt de Compiègne. Celle-ci, vous reconnaissez bien ici les zones qui sont envahies, dont je vous parlais tout à l'heure. Saint-Amand-Vallers, vous voyez, c'est intermédiaire.
Et ici, Rouen, ce sont les zones en vert, là, les zones qui ne sont pas encore envahies. Et puis ici, vous avez en rouge les zones qui sont plus envahies. Alors forcément, les zones les plus envahies, ce sont celles où on peut retrouver les traces d'introduction dans les revues forestières. Donc on a voilà, un gradient d'invasion. Ça, c'est un travail, l'état d'invasion, c'est un travail qu'on avait fait préalable au projet Iscariote. Il nous fallait quand même ces cartographies d'invasion et cartographies des peuplements. À partir de ces cartes de peuplement que l'on a récupérées, on a été rechercher tout ce qui concernait les zones de hêtres, puisque c'est ça qui nous intéressait, les hêtrés. On a regardé, on a associé à ces cartes, on a associé les gradients d'invasion qui étaient connus, on a associé toutes les informations que l'on pouvait obtenir, l'âge des peuplements, les essences cibles. On a été rechercher toutes les informations qui pouvaient être disponibles dans les bases de données. Et à partir de ça, on a fait ce qu'on appelle un échantillonnage environnemental, c'est-à-dire qu'on a projeté toutes ces informations-là. Alors, on avait comme ça peut-être une trentaine de variables qui étaient connues, qu'on a pu recenser dans les bases de données. Et ces trentaines de variables, on les a éclatées sur une analyse mixte en 2 dimensions, ce qui nous donne en fait une projection de ces différents points-là. Et puis, à partir de cette analyse mixte-là, on a fait une rasterisation, c'est-à-dire on a été rechercher des segments qui correspondent en fait finalement, chaque petit carré que vous voyez ici a une originalité. Alors l'originalité, on ne la connaît pas a priori, hein, on la connaît pas, on sait que chaque carré est différent, dans chacune de ces zones, c'est quelque chose d'original, et c'est ça que l'on a été rechercher, et c'est pour ça qu'on retrouve ici, dans la forêt de Compiègne, ici, les parcelles qui correspondent à cet échantillonnage, qui correspondent à quelque chose à chaque fois d'unique. Donc on a forcément plus de points en forêt de Compiègne parce qu'il y a plus de situations, des situations où c'est extrêmement envahi, des situations où c'est les individus sont très vieux. Forcément, à Rouen, c'est très jeune, donc on a moins de situations. Il y a également moins de hêtres, donc ce qui fait que globalement, on a moins de points. Mais l'idée, c'est pas tant de comparer les différents massifs, mais c'est de bien de les avoir, en fait, bien avoir en tête que chaque point est unique et que comme ça, on a un gradient le plus large possible d'état d'invasion, d'âge de peuplement de hêtres, de prunus, de sol, de matrice. Tout ça, c'est donc rentré. Chaque point est unique. Sur chaque point, ensuite, c'est là où on commence maintenant le travail de terrain. On a été relever 2 types d'informations. Les 2 types d'informations, ce sont tout ce qui concerne l'environnement général et abiotique, c'est-à-dire tous les paramètres qui peuvent influencer la croissance du hêtre. Donc, on a repris des variables édaphiques, par exemple l'humidité relative des sols, la quantité d'humus, les pH du sol, le taux de carboxylation, la pozolisation, tous ces éléments-là au niveau sol ont été prélevés. On a également les variables de climat que l'on avait. Donc ça fait comme ça 7 variables environnementales. Et puis en parallèle, eh bien, on a pris toutes les variables dendrométriques, donc là qui concernent maintenant le hêtre. Hein, je rappelle qu'on travaille bien sur le hêtre, on ne travaille pas sur le prunus, mais bien sur le hêtre. Donc on a remesuré la densité des peuplements, on a mesuré la surface terrière, c'est-à-dire finalement la circonférence multipliée par le nombre d'individus, on a repris le nombre d'individus, les hauteurs, on a carotté, on a fait de la dendrochronologie, c'est-à-dire ça nous permettait non seulement d'avoir la circonférence, mais également d'avoir l'âge des différents individus. Forcément, les individus les plus gros, ils sont plus âgés, mais tout ça, il faut bien encore l'intégrer. Donc, on a comme ça 9 variables dendrométriques. Et on a également une cartographie, c'est-à-dire qu'à partir du centre de la placette qu'on avait choisi, eh bien, on a fait une cartographie, c'est-à-dire que vous retrouvez ici le centre, vous retrouvez ici, grâce à l'azimut qui a été prélevé et la distance, les hêtres qui ont été analysés. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hêtres. Et puis ici, en rouge, la position des prunus serotina. Donc ici, on voit que c'est une parcelle où on a, qui est assez peu envahi. On a ici 3 châtaigniers, une parcelle faiblement envahie. Et puis ici, vous voyez, à l'inverse, une parcelle qui est fortement envahie, qui contient également un certain nombre de hêtres. Ici, vous retrouvez la circonférence des individus, et les plus petits, forcément, ce sont les individus qui ont des circonférences les plus petits. Donc une parcelle, ici, on peut dire fortement envahie,
mais récentes, avec des petits individus. Ici, une parcelle qui est peu envahie, mais avec des gros individus. Donc tout ça, ce sont des paramètres qui sont extrêmement importants et qui ont été derrière modélisés. Alors, je ne rentre pas dans l'idée des perspectives des prospections de corrélation, mais bien évidemment, tout ça, comme je vous le disais, hein, les plus gros, ce sont les plus vieux, ce sont peut-être aussi les plus grands. Donc, tout ça, il y a forcément des autocorrélations qu'il fallait donc éliminer, qu'il fallait prospecter. Pour arriver finalement au cœur de la problématique, c'est l'impact sur la biomasse. Donc, je vous passe en fait tout le cheminement mathématique qui a été entrepris, mais on sait qu'il existe dans les relations, ce qu'on appelle allométriques, c'est-à-dire les relations qui définissent la biomasse des peuplements, une relation extrêmement intéressante entre la hauteur et la circonférence. Forcément, encore une fois, les individus les plus gros, ce sont potentiellement les plus vieux et les plus hauts. Et on remarque ici que cette relation, elle est alors ici de type logarithmique, hein, c'est comme ça qu'on la représente, et on voit donc plus les individus sont gros, plus ils sont grands. D'accord. Ça, c'est la première chose. Excuse-moi Thomas, il reste 1 minute pour conclure. Eh bien, ça va aller très très vite. Parce que sur la dernière minute, ce que je voulais vous montrer, c'est ça, c'est qu'ici, on a les gradients d'invasion. Et ce que l'on remarque, c'est que ici, vous avez les coefficients... j'ai perdu le terme, du coup, j'ai perdu le terme, mais c'est pas très grave. Ce que vous remarquez ici, ce sont sur les individus les plus gros, les individus les plus gros, ici 300 cm de circonférence, eh bien, lorsque le taux d'invasion est important, c'est-à-dire les indices 5, les individus sont également plus petits, de à peu près 4 mètres. Ici 30 mètres, ici 35, 36 mètres. Donc en gros, il y a 4-5 mètres de différence entre les individus les plus grands lorsqu'ils sont envahis, dans les situations envahies, par rapport aux individus non envahis. Donc ce qui montre bien effectivement un impact sur cette relation allométrique. Et donc globalement, des individus qui sont plus petits, ce sont des individus qui ont une biomasse inférieure. On a été regarder en deuxième temps les mesures écophysiologiques, et là ça va aller très vite. Eh bien, on remarque qu'il n'y a pas vraiment de différence au niveau photosynthétique, juste ici une légère tendance à ce que les arbres, les hêtres dans les situations envahies, eh bien, ont une photosynthèse qui est plus faible. Voilà, donc au niveau physiologique, il y a une petite tendance, mais certainement le niveau d'échantillonnage, il n'est pas suffisant pour pouvoir certifier cette relation. D'accord. Donc, au niveau photosynthèse, on remarque quelque chose, mais c'est très, très faible. Donc, en conclusion, on remarque, alors il n'y a pas tout à lire, hein, on va aller très, très vite. L'idée, c'est qu'il y a un impact sur la biomasse, mais sur les gros individus, donc sur les peuplements qui ont été envahis depuis un certain temps. Mais par contre, on aurait peut-être une petite tendance à ce que ça aide le développement des jeunes individus. Donc, les jeunes individus, eh bien, ils pourraient être facilités par la présence du prunus serotina. Donc l'impact, il n'est pas linéaire. L'impact, c'est pas plus ou moins. C'est peut-être un petit plus au début et un grand moins à la fin. Et ça peut être intéressant parce que c'est ce que les gestionnaires ou les forestiers de l'ONF ont remarqué au niveau des chênaies. Ils ont remarqué que les chênes, ils étaient bien plus beaux les jeunes chênes étaient bien plus beaux lorsqu'il y avait du prunus serotina. Et donc ça, c'est certainement les perspectives qu'on va devoir travailler, c'est-à-dire travailler sur les chênaies, parce que ça peut être intéressant finalement d'avoir une espèce exotique envahissante. Ce n'est pas forcément toujours un problème. Voilà pour finir. Peut-être effectivement j'ai dépassé d'une minute après. Désolé. Merci beaucoup. Alors, il y a une petite question de Stéphane. Quelles sont les stratégies envisagées pour diminuer la pression de l'espèce invasive dans les forêts concernées? Alors, ça dépend effectivement des 3 massifs. À Compiègne, clairement, ils ont abandonné la gestion. C'est trop envahi. Ils savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir gérer davantage. S'ils coupent le prunus serotina, derrière, il y aura du prunus serotina. Donc, ils ont abandonné la gestion. Par contre, sur les massifs qui sont moins envahis, Rouen et Saint-Amand-les-Eaux, ce qu'ils veulent faire, c'est contenir l'invasion. Et dans les peuplements qui sont faiblement envahis, essayer de limiter la propagation. Voilà, c'est limiter la propagation dans les massifs qui sont le moins envahis. Pour le prunus serotina, hein, je parle bien. Oui.
Et moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des molécules qui ont été identifiées, je sais pas, au niveau racinaire du sol, du prunus, qui pourraient donc expliquer l'influence qu'il a sur le hêtre? Oui, les molécules allélopathiques, par exemple? Exactement, ça c'est une très bonne question, forcément. Alors moi, je ne suis pas spécialiste du sol. Tout à l'heure, vous avez eu une présentation de Jérôme Duclerc. Et Jérôme Duclerc s'intéresse justement aux propriétés, alors pas à l'allélopathie en tant que telle, mais la relation qu'il peut y avoir au niveau du sol entre Prunus serotina et le hêtre. Il est clair que une des stratégies des espèces exotiques envahissantes, hein, c'est de propager dans le milieu des molécules allélopathiques. Ce travail, il est en cours d'identification. Et alors, pour faire simple, j'ai pas les données. Mais ce travail est en cours et les données, je ne pense pas qu'on les ait globalement à l'échelle de l'unité, sinon je pense que j'aurais été au courant de l'identification, mais il est en cours ce travail. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important en fait. Mais je pense que ça représente un énorme boulot aussi. Hein, donc, ah oui, non, c'est pour ça. C'est vraiment des équipes qui sont dédiées hein, parce que c'est vraiment une spécialité biochimique à part entière. Donc, Jérôme Duclerc, il va s'intéresser aux micro-organismes et les micro-organismes, ils vont refléter en fait une partie de ce qu'il peut y avoir dans le sol et progressivement arriver vers les molécules allélopathiques en fait, qui favorisent le développement des micro-organismes. Ok, un tout grand merci.